français. Et là, bon, c'est personnel, mais je mettrai un petit peu d'anglais quand même de temps en temps parce que CRLCC quand même, et Glendon, c'est bilingue. Donc voilà, je voulais vous souhaiter la bienvenue, vous dire bonjour aussi à ceux que je n'ai pas encore salués, à ce dernier déjeuner causerie 2020-2021 du Centre de recherche sur les langues et les cultures en contact. Je sais que c'est pas un nom facile à prononcer pour certains, CRLCC, Center for Research on Language and Culture Contact. Donc la tradition voulait que pour ces petites rencontres entre chercheurs, qui jusqu'au début de la pandémie ne rassemblaient qu'en fait une dizaine de personnes quand nous avions de la chance, nous ne lisions pas la reconnaissance de territoire, mais j'ai pu constater que nous étions de plus en plus nombreux, ces rencontres ayant pris beaucoup d'importance, et celle d'aujourd'hui étant aussi particulièrement spéciale, j'ai pensé qu'il était important de le faire. So before we start, I will take a moment to read the Land of Acknowledgement. I'll do it in both languages. As we're not all gathered in the same space, we recognize that this land acknowledgement might not be for the territory that you're currently on. Et si c'est le cas, nous vous demandons de prendre la responsabilité de reconnaître le territoire traditionnel sur lequel vous vous trouvez, si cela s'applique à votre cas, et de reconnaître aussi les titulaires actuels du traité. Nous reconnaissons que de nombreuses nations autochtones ont, avec les territoires sur lesquels les campus de l'Université York sont situés, des relations de longue date qui précèdent l'établissement de l'Université York. Glendon, en tant que partie intégrante de l'Université York, reconnaît sa présence sur le territoire traditionnel de nombreuses nations autochtones. The area known as Toronto has been caretaken by the Anishinaabe Nation, the Haudenosaunee Confederacy, the Huron-Wendat, and the Métis. It is now home to many indigenous peoples. We also acknowledge the current treaty holders, the Mississaugas of the Credit First Nation, and this territory is subject to the Dish with One Spoon, One Pum Belt Covenant, an agreement to peaceably share and care for the Great Lakes region. Alors nous voici réunis aujourd'hui dans le cadre d'une causerie du CRLCC. Et la semaine dernière, nous avions déjà, dans le cadre du Festival de la recherche de Glendon, marqué la sortie prochaine du fruit de nombreuses années, même d'une vie consacrée à la recherche. C'était le 5e volume de l'Atlas linguistique roumain Crișana de notre collègue et ami Dorin Oritescu. Comme nous l'avons vu, c'était un énorme travail d'équipe, Dorin étant de ces chercheurs qui savaient rassembler autour d'un projet. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui marque déjà le premier anniversaire du départ de Dorin. Et c'est un jour important pour le CRLCC puisque, comme je l'ai rappelé la semaine dernière, si le Centre de recherche sur les langues et les cultures en contact existe, c'est en partie grâce à lui, puisqu'il est l'un des cofondateurs du centre. C'était il y a 16 ans, puisqu'en 2005, les professeurs Dorin Oritescu, Raymond Moujon, Daniel Simeoni et Ian Martin, ici présents, créaient ce qui allait devenir le premier centre de recherche de Glendon. Un centre de recherche à l'image de Glendon, aux activités étroitement liées aux objectifs et à la nature même de notre faculté bilingue, et destiné à promouvoir la recherche collaborative et pluridisciplinaire dans le cadre du contact linguistique et culturel. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le CRLCC a choisi de consacrer cette session aujourd'hui à son travail avec Philippe Bourdin. En effet, Dorin m'avait promis à peu près 6 mois avant de nous quitter, alors qu'il se sentait en forme, de venir à l'une de nos causeries avec Philippe pour partager leurs dernières recherches avec nous. Il me semblait donc tout à fait approprié de leur consacrer à Philippe et à lui cette dernière causerie et en quelque sorte de donner la parole à Dorin par le biais de Philippe et d'un autre collègue qui a beaucoup travaillé avec Dorin et qui est ici avec nous aujourd'hui, le docteur Martin Maiden.
Le docteur Martin Maiden, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est un linguiste de l'université d'Oxford. Il est aussi membre du CRLCC. And he's worked a lot with Dorin. One of his areas of interest is Romance languages, Romance languages, and in particular Romanian. That's why he's worked with Dorin. And other varieties of Eastern Europe Romance languages, notably Italian, and Italian. Sorry, I'm mixing everything up as usual. So anyway, Martin Maiden has worked a lot with Dorin on Romance languages, on Romanian, and he also, from what I understand, had the chance to read the article that Philippe will be talking about today. Philippe, I don't think that anybody needs to hear more about him because we all know Philippe here at Glendon. Philippe is an associate professor at Glendon and in the linguistic program. He's also at the graduate studies teaching courses in linguistics. And he's worked a lot with Dorin. As I said before, Dorin a toujours travaillé avec tout le monde. C'était son, je dirais, ce qui faisait qu'il, comme chercheur, il était fascinant parce qu'il pouvait travailler sur de nombreux sujets avec tout le monde et il savait vraiment rassembler. Donc, Philippe, qui travaille du coup maintenant un petit peu aussi dans les langues romanes, s'intéresse à la syntaxe, à la morphologie, à toutes les manifestations de aller et venir. Philippe, si j'oublie quelque chose, tu me le rappelleras. Et donc, a consacré beaucoup de temps l'année dernière, avant le départ de Dorin, à travailler avec lui pour mettre sur papier, coucher sur papier, toutes les idées qu'il partageait sur le sujet dont nous allons traiter aujourd'hui, sur le comportement insolite d'une flexion roumaine. Donc, je vais déjà laisser la parole à Monsieur Maiden, and I really apologize for, it's the emotion, for hesitating as far as your areas of interest are concerned. So if you could please maybe let us know more about what you do, it would probably be a lot better than my blah, 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 blah. And I would like to let you start and present or talk about this article that Philippe will be telling us about, and probably a little bit about Dorin too. Thank you, merci, et encore désolé. Thank you very much, Sylvie. I'm always a bit confused myself about what my areas of interest are, so don't worry, it was a perfectly good account. It's a great honor to be asked to talk about Dorin. He was a friend and he's someone whose work I respected very much. And I'm going to say a bit about him and about the importance of his work generally. But I would like to begin by saying something about the paper that we're about to hear by Dorin and Philippe Bourdin, entitled Sur le comportement insolite d'une flexion roumaine. I'm not going to steal Philippe's thunder by saying anything much about its contents, but I do want to say something about its history and its general context. I first became aware of it about 3 years ago, because I was one of the 3 co-presidents, along with Eva Havu and Franz Reiner, of the section on morphology at the Congrès International de Linguistique et de Philologie Romane that was held in Copenhagen in September of 2019. And that paper will very shortly be appearing in the ACT of that conference. Not quite sure when, but I believe it's in the pipeline. So we'll all be able to read it. Anyway, this paper was submitted in the normal way as an abstract. And the moment I saw it, I became excited for several reasons, not all of them entirely professional.
One reason was that the title contained the three words insolite, flexion, and roumain. And this pressed all my buttons. It almost as if they'd realized that I was going to be one of the assessors, because I am really interested in inflectional morphology and its historical development. I'm fascinated by Romanian and Romanian dialects. And I know that Romanian and its dialects abound in unusual phenomena. So the moment I saw that, I was clearly very excited. But also I knew that these were areas in which Dorin, as far as the Romanian data was concerned, Dorin was a great expert. And this was a guarantee, even before I'd begun to read the abstract, that the data presented in the paper would be utterly reliable and of the highest intellectual quality. To be perfectly honest, though, the main reason why I became excited when I saw this abstract, this proposal for the conference, was completely unprofessional. My first thought was, yippee, hooray, Dorin is going to be at the conference. We're going to have fun. And I was already having visions of convivial meals in restaurants, jovial conversations over a beer or perhaps several beers, and so on. Alas, as we know, Dorin didn't make it to Copenhagen. By then, he was too ill, and that was a great disappointment to me, although it was a great pleasure to meet his co-author, Philippe Bourdin. I'm not quite sure when I first met Dorin, or when I at least first had a conversation with him, but if my memory serves me correctly, I believe that it was, of all places, several hundred meters underground in a disused coal mine in Belgium. This was in 1998, and we were on one of the excursions organized by the Congrès International de Linguistique et de Philologie Romane that was in Brussels that year. And one of these excursions, for some reason, was to a coal mine. I don't know why, but it was great fun, I must say. And we were being shown round the coal mine by a retired miner, whose French dialect seemed to me to have a remarkable characteristic. It seemed to have no front vowels. It didn't have the vowel U or E, as you would normally expect to find in French. As far as I knew, this was not something normal in northeastern French dialects at all. I was so pleased at this extraordinary discovery that I turned to the person standing next to me, who, as I recall, was Dorin, or if he wasn't there then, I said this to him shortly afterwards. And I said to him, I commented to him on this earth-shattering discovery. And with a very good-natured twinkle in his eye, he replied, I think he's Italian. And of course, he was completely right. It turns out there was a large emigre community of coal miners that came from Italy to Belgium, I think in the 1950s, just showing that he had a far better ear for dialects than I did. But despite this initial gaffe, he could easily have dismissed me as a complete know-nothing. We very quickly made friends, and I found that he took me seriously. And from then on, we never missed the opportunity to meet up at conferences, and when we did, have a meal together or have some beers together. And every year, without fail, he would send Easter and Christmas greetings. But one thing I particularly remember was when he invited me to York in the summer of 2007 to give some lectures. And when I arrived at the airport, I could tell that something wasn't quite right with him. And eventually he told me that his mother had just died, and he was obviously very deeply affected. And you could have forgiven him for not being able to find the time to look after me, or being concerned with practical and obviously personal emotional things that would have meant that he couldn't be available. And yet, despite all that, he couldn't have been a more attentive, a kinder, or a more considerate host. Well, that's a little on the personal side. Now let me say just a little about Dorin's intellectual standing. And
to do that, I think I need to take a step back and talk about Romanian dialectology generally. Those of you who were at the meeting last Thursday afternoon, sorry, it was last Thursday morning for most of you, last Thursday afternoon for me, will have heard a lot about the past and ongoing work on the Romanian linguistic atlases. In my opinion, the Romanian linguistic atlases, together with certain other things, from before the Second World War right down to the present, constitute a superb collective intellectual achievement of which general Romance linguists are still too little aware, and perhaps Romanian linguists are not sufficiently proud. These atlases are flanked by numerous linguistic descriptions of individual dialects or particular linguistic phenomena across the dialects, and these studies often appear in journals. Think of some Romanian journals such as Dacă România, Fonetică și Dialectologie, Studii și Cercetări Lingvistice, Limba Română, Revue Romaine de Linguistique, and so forth, which have all the intellectual qualities I've just mentioned. They are a powerhouse, a treasure trove of comparative linguistic data whose sensitivity to variation and density of coverage is outstanding, and their hallmark is a meticulous attention to detail, precision, and generally intellectual rigor. And a very great deal of my own work over the past 15 years has been inspired or supported by details discovered in those atlases. Well, what has this got to do with Dorin? A huge amount, because Dorin was a superb example of the kind of scholar who created such a body of knowledge. He was a man who knew his facts and worked with great meticulousness on the dialectological data. It would be very boring of me now to start listing everything he published and how I rate it, but I was constantly turning to him as a point of reference on Romanian dialectology. One thing that always sticks in my mind, because it was published relatively early, and it was the first general statement on the dialects of Crișana, was his contribution to the Tratat de Dialectologie Românească of 1984, edited by Rusu, on the Crișana subdialect. Obviously, it goes without saying his extraordinary achievement in producing the Crișana Linguistic Atlas. I think of that very fine book he produced, Sincronie și Diacronie, on the phonetics, but not just the phonetics actually, of Northern Banat dialects, which looks at phonological processes, morphologization, and social norms in phonological change. And of course, those are just a couple of things, or two or three things that have come to my mind, but there was much, much more. He had an unmatched knowledge of the linguistic facts on the ground. In preparing this talk, I tried to count the number of references in my own work to Dorin's work as a source of factual information about Romanian dialects, but I gave up. It would have taken me too much time. He was a linguist who got his hands dirty with fieldwork. And I won't name any names, but there are people in Romance linguistics who theorize quite a lot without a terribly good grasp of the facts. And Dorin was the opposite. He started from the details, from the micro variation on the ground, and on that basis produced stimulating theoretical explorations, often doing this, by the way, in collaboration with other very fine scholars. We're going to see an example this morning for you, this afternoon for me. In my eyes, Dorin was a model of how to write about historical comparative linguistics, and particularly in areas such as the interaction of phonology and morphology in diachrony, and the morphologization of phonological processes. He's one of the greatest authorities on the origins of phonological alternation in Romanian and in the dialects, and in its place in the inflectional morphology of Romanian and the dialects. For those of you who don't know Romanian,
it's worth saying that Romanian morphology is characterized by all kinds of phonological alternations, which arise usually as a result of regular sound change, but become morphologized, they become integrated into the morphological system. And things like, those who know Romanian, things like the alternation between pleacă, he leaves, and să plece, let him leave, poate, she can, pot, I can, or between a singular carte and a plural like cărți, books, and you can hear there that it's the root of the word that's changing as well as the ending, and how that kind of phenomenon originated and how it finds its place in the morphology is the kind of thing that Dorin was expert at understanding and explaining. A couple of fine papers on that in that general sense were one he did with Bill Dowden in 2005, morphologization, reconditioning, and morphophonemic split, the alternation of mid and low vowels in Romanian, or an article in Studii și Cercetări Lingvistice in 2001 on the OU alternation in Romanian, and so forth. I didn't always agree with Dorin's analysis, by the way, but they were always extraordinarily well informed, very carefully thought through, thought-provoking and stimulating. He covered all kinds of topics, not just the phonological. For example, just to take one example, the problem of why in many Romanian dialects, the past participle in perfect constructions with the auxiliary be tends to have a mysterious morphologically feminine ending. So să fi făcută with a feminine făcută, even though the subject might be masculine or plural or whatever. And he clearly shows this not to be phonological in origin. There's a fine article of his on that subject in 2007. So he covers all sorts of things, not just the interaction between phonology and morphology. He was very wide-ranging indeed in the number of things that he could cover. So the paper that we are about to hear by Dorin and by Philippe Bourdin deals in fact not with a phonological problem, or even strictly speaking with a problem of allomorphy, of alternation in roots, but rather with a peculiarity of the internal structure of imperatives found in many dialects. It is typical Urițescu in its familiarity with the dialectological data and also with the literature about those data. It also shows his and Philippe Bourdin's capacity to span comparative Romance data in discussing parallels in other Romance languages. It's also typical Urițescu in that it is a collaborative work, with Dorin productively pooling his own expertise with the expertise of another scholar. Well, I'm going to stop here. I just want to say quite simply that Dorin was a splendid scholar who made fundamental and lasting contributions to his field. We won't just miss his scholarship, we will miss Dorin. Thank you very much. Merci, thank you, Dr. Maiden. There's nothing for me to add there. You said it all. He's smiling again behind me. Philippe, je pense que tu peux prendre la parole et nous parler un peu plus de cet article et de ta collaboration avec Dorin au cours des 18 mois peut-être, je ne sais pas combien ça a duré, qui ont précédé la sortie, du moins la fin de cet article. Donc je te laisse la parole. Thank you. Merci Philippe. On t'écoute. Je vais avoir besoin de partager mon écran. Alors, je ne sais pas si je peux le faire. Oui, apparemment, je peux le faire. Allez-y. Merci. Bon, le professeur Maiden a tout dit, en fait. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon que
le texte que je vais vous présenter, c'est effectivement une version qui est sensiblement modifiée d'un article à paraître dans les actes du 29e Congrès international de linguistique et philologie romane. Ce texte revêtait pour Dorin, comme pour moi, une importance toute particulière dans la mesure où il est la synthèse, évidemment très, très ramassée, d'un livre sur lequel nous avons commencé de travailler en 2016 et qui est à ce jour inachevé, même si les 4/5 environ sont rédigés. Comme il est normal, la réalisation des 4e et 5e volumes de l'Atlas de la Krishana a été pendant cette période au centre de l'activité scientifique de Dorin. Cependant, je crois pouvoir dire que notre projet de livre a tenu dans cette activité une place importante. En témoigne tout particulièrement la minutieuse attention avec laquelle il a relu la toute dernière version de l'article avant sa soumission pour publication dans les actes. Moins de 4 semaines avant son décès, alors qu'il était très malade, nous avions encore des discussions téléphoniques à propos de points qui, si mineurs soient-ils, n'en retenaient pas moins sa très, très vigilante attention. Et là, il y avait vraiment tout Dorin était dans cette extrême attention aux détails, qui pour lui n'étaient pas des détails. Et ça, c'est une caractéristique fondamentale du dialectologue, du grand dialectologue qu'a été Dorin. Ce n'est donc pas sans une profonde émotion que je vous parle aujourd'hui. Je tiens à remercier très vivement ma collègue Sylvie Rosinski qui, en tant que directrice du centre de recherche sur le contact des langues et des cultures, donc je la remercie de me donner l'occasion de le faire. Je dois vous dire que ce texte a des allures de communication, mais vous verrez qu'à certains moments s'insinue une note un petit peu personnelle sur les débats en particulier, vers la fin, les débats que Dorin et moi avons eus à propos du livre, en fait, qui au départ était un article. Donc, c'est chemin faisant que l'article est devenu un livre. Alors, le phénomène sur lequel porte le présent travail concerne des formes verbales roumaines qui présentent, à première vue, un caractère énigmatique. L'énigme ne concerne pas seulement la morphologie verbale du roumain, ou plus exactement, elle nous invite à essayer de situer certains aspects particuliers de cette morphologie verbale par rapport à des traits qu'on peut identifier dans d'autres langues romanes. Dans une langue romane comme le français, je prendrai le français comme exemple, il existe 3 types d'éléments qui prennent en charge le marquage de ces catégories grammaticales que sont la personne et le nombre. Il y a des pronoms autonomes, comme par exemple toi ou moi. Il y a des pronoms clitiques, comme je et la, dans je la vois. Et enfin, il y a les flexions suffixales. Les flexions sont des éléments qui sont absolument inséparables de leur support verbal. Par exemple, le R de la 3e personne du pluriel de chanter, donc suffixe flexionnel qui est totalement inséparable de son support verbal. Quant aux clitiques, ils manifestent par rapport à leur hôte verbal, par exemple je et la, dans je la vois, ils manifestent une autonomie un peu plus grande. Alors, on parle
justement de cliticisation pour désigner le processus qui a transformé des pronoms anciennement autonomes, notamment en français, en clitiques. Il s'agit au fond de ce qu'on peut appeler un processus d'assujettissement. Dans le cas des flexions, l'assujettissement, encore une fois, est maximal. Or, il semble bien que dans de nombreuses variétés populaires du roumain, on soit en présence non pas d'un assujettissement, mais au contraire d'un phénomène d'émancipation. Émancipation, car ce qu'on voit, c'est une flexion suffixale qui se comporte comme une sorte de clitique et qui conquiert, ce faisant, un certain degré d'autonomie par rapport au support verbal. Le phénomène se manifeste essentiellement à la deuxième personne du pluriel de l'impératif positif. Et il s'incarne dans deux types bien distincts. Pour illustrer le premier type, on peut considérer deux traductions possibles de l'impératif « plaignez-vous » du français. La forme courante en roumain standard est « plângeți-vă ». Si est le suffixe flexionnel qui code la deuxième personne du pluriel. Quant à va, c'est le pronom clitique de la deuxième personne du pluriel qui, donc, ici, est réfléchi. La structure de plângeți-vă est parallèle à celle de plaignez-vous en français, avec le suffixe flexionnel et le clitique réfléchi vous. Or, et c'est là que les choses deviennent insolites, on entend dans de nombreuses régions de la Roumanie, non pas plângeți-vă, mais plângevați. Ce qui est insolite, c'est que le tsi, qui est un suffixe flexionnel, comme je le disais il y a quelques instants, on attend d'un suffixe flexionnel qu'il soit inséparable de son support verbal. Donc, il semble que dans ces variétés populaires où l'on dit plângevați, le tsi se soit libéré de sa tutelle, de la tutelle étroite que devrait normalement exercer sur lui son support verbal. Et on peut donc parler d'une forme d'émancipation. C'est un mot qui va être récurrent dans la suite de mon exposé. Alors, en guise de préalable, il convient de noter que le système verbal du roumain comporte 4 conjugaisons ou 5 selon les classifications. Je ne sais pas ce qu'en pense le professeur Maiden, il pourra nous en parler peut-être tout à l'heure. Il y a véritablement 2 classifications. Le type 1, dont je viens de parler, qui donc est incarné par plângevați, concerne exclusivement les verbes de la 3e conjugaison. Et on va voir que c'est un aspect absolument décisif. J'en viens au type 2. Le type 2 est illustré par 2 traductions possibles de l'impératif français « écoutez-moi ». En roumain standard, on aurait « ascultați-mă », où l'on reconnaît le tsi, qui est donc le suffixe flexionnel de la 2e personne du pluriel, et le me, qui est le clitique objet direct. Or, dans certaines variétés du roumain, dans certaines variétés populaires du roumain, ce qu'on entend, c'est « ascultați-măți » avec donc redoublement de ce tsi. Le premier tsi n'est autre que le suffixe flexionnel, ça ne fait pas vraiment de doute. Le second est en quelque sorte son alter ego, si je puis dire, qui s'est émancipé. On voit donc qu'il y a une ressemblance entre le type 2 et le type 1 sur un point qui est crucial. On a donc ce tsi qui s'est émancipé, c'est-à-dire qui n'est plus adossé à ce qui, dans la langue
standard et son support verbal. Cependant, le type 2 diffère du type 1 à un double titre. D'une part, évidemment, le redoublement de tsi. D'autre part, le fait que cette fois, les verbes des 4 conjugaisons ou des 5 sont concernés, pas seulement ceux de la 3e conjugaison. Alors, ceci veut dire qu'il n'y a sans doute pas une clé unique au mystère, ou plus exactement que le schéma explicatif qui permet de rendre raison du type 1 ne peut pas être exactement le même que celui qui permet de rendre raison du type 2. L'émancipation de tsi, donc telle qu'elle s'observe dans les impératifs positifs, a retenu l'attention d'un certain nombre de linguistes, surtout roumains, et je me bornerai à mentionner Bic, 1935, qui fait figure de pionnier et dont la contribution aura été décisive. Il nous a véritablement servi de point de départ, à vrai dire plus que d'un point de départ, comme vous allez pouvoir le constater. C'est Bic, le premier, qui explique pourquoi le type 1 est attesté seulement pour les verbes de la 3e conjugaison. Il propose une explication prosodique à laquelle Dorin et moi souscrivons pleinement et sur laquelle je vais revenir tout de suite. En revanche, il est un point sur lequel nous divergeons de Bic. Selon lui, le type 2, donc ascoltat semats, avec redoublement, le type 2 est plus ancien que le type 1. Dans un premier temps, on aurait eu redoublement de tsi, donc plunget sevets, redoublement qui aurait été motivé, selon Bic, par un besoin d'insistance, de mise en saillance de l'allocuteur ou des allocuteurs. Dans un second temps, le premier tsi aurait subi un processus de troncation dans les impératifs des verbes de la 3e conjugaison. Et ça aurait donné plungevets. Alors, cette explication en apparence est tout à fait plausible. Le problème, c'est que l'examen des textes par Dorin montre que l'explication ne tient pas. Elle ne tient pas parce que, en fait, le type 2, ascoltat semats, n'est pas antérieur au type 1, mais au contraire, il apparaît plus tardivement. Donc, cette explication ne tient pas. Ce qui tient, en revanche, c'est l'explication prosodique. Et je voudrais parler de cette explication à laquelle, encore une fois, Dorin et moi souscrivons. Les verbes de la 3e conjugaison, cette fameuse 3e conjugaison, comme a plenger, à pleurer, à face, faire, ces verbes présentent une particularité, celle d'être accentués sur le radical, notamment au pluriel de l'impératif. Et il en résulte une irrégularité prosodique qui apparaît dans les exemples rassemblés dans le tableau. On voit qu'à la première conjugaison, on va avoir spelatsine, avec accent sur l'avant-avant-dernière syllabe, c'est-à-dire l'antépénultième. Même chose à la 2e conjugaison, vedetsine, et à la 4e, vorbitsine. À chaque fois, donc, il faut reculer de 3 syllabes à partir de la fin du mot pour trouver la syllabe accentuée. Avec plungetseve ou plungetsine, il faut reculer non pas de 3, mais de 4 syllabes. Et donc, on a une irrégularité.
Alors, face à cette irrégularité, il y a quelques stratégies qui ont été adoptées, mais il y en a deux qui retiendront notre attention. Le roumain standard a en quelque sorte entériné, accepté l'irrégularité et donc a gardé plângeți-ne. Les variétés populaires, elles, ont proposé, ont inventé d'une certaine manière une solution au problème qui est donc plângeneți ou plângeveți. Plângeneți, plaignez-nous, plângeveți, plaignez-vous. En déplaçant tsi vers la position finale, on arrive à en fait supprimer l'irrégularité. Et il n'est pas besoin de changer la position de l'accent. L'accent reste toujours sur plân. Alors, l'explication, et là il faut faire un petit détour, l'explication, elle tient à une particularité de la phonologie du roumain, c'est que le i final, dans la plupart des mots, n'est pas véritablement prononcé. Plus exactement, il ne peut pas fonctionner comme noyau syllabique. Par exemple, on ne dit pas București, mais București. Le pluriel de pomme, qui veut dire arbre, ce qui est toujours un sujet de surprise pour des francophones, le pluriel donc de pomme est pommi, une seule syllabe. Par conséquent, en déplaçant le tsi en position finale, dans la mesure où le i n'est pas prononcé, on va obtenir plângeneți. Et l'irrégularité est donc supprimée. À partir de la fin du mot, on a besoin de reculer de 3 syllabes seulement, comme avec les verbes des 3 autres conjugaisons. Venons-en maintenant au type 2, c'est-à-dire le type qui est illustré par ascultați-mă avec redoublement de tsi. Nous n'avons trouvé dans la littérature existante aucune explication convaincante. Et c'est ce qui a amené Derain à avoir l'idée d'une piste qui relève de la typologie. Il y a de nombreuses langues qui, pour marquer des fonctions grammaticales comme le pluriel des noms ou le passé des verbes, ont tendance, de manière plus ou moins systématique, selon les langues, elles ont tendance à modifier le radical du mot. Cette tendance existe en anglais. En anglais, on a de manière tout à fait régulière et quasi systématique le patron flexionnel avec, par exemple, l'addition du suffixe « ed » ou « de » pour former le passé des verbes, comme dans « played » ou « suggested ». Et pour former le pluriel des noms, on va avoir « boys » ou « churches ». Cependant, il existe en anglais des exceptions. Par exemple, pour les verbes, on va avoir feed, fed. Et feed, fed, en fait, est l'illustration de ce qu'on appelle le patron introflexionnel. C'est-à-dire que la flexion, la marque ici du passé, est matérialisée par une modification de la voyelle du radical. C'est-à-dire qu'on passe de i, le i de feed, au e de fed. Et on va avoir le même type de phénomène avec, par exemple, goose et geese. Ce qu'on constate aussi, toujours en anglais, c'est qu'on peut avoir en fait combinaison de l'introflexion et de la flexion. Un cas qui est assez connu, c'est celui de child, children,
ou d'un des deux pluriels de brother, le pluriel que j'appellerais religieux, au sens religieux de brother, qui est brethren, où nous avons donc à la fois introflexion et flexion. Ça veut dire donc que, par exemple, le pluriel de children est marqué deux fois. Il est marqué à l'intérieur du radical et il est marqué à la périphérie du mot, comme il est normal pour le patron flexionnel. Alors, il se trouve que ces phénomènes sont beaucoup plus fréquents en roumain que par exemple en anglais. Par exemple, donc en roumain, on a le patron flexionnel, donc, qui est illustré par des exemples comme le pluriel du mot oraș, ville, orașe, donc avec flexion matérialisée par la voyelle E, casa, case, codru, codre. Codre, pardon. Ici, le I est prononcé. Mais on a aussi, en roumain populaire, on a des pluriels comme masa qui devient mesa. Et là, on est véritablement dans un marquage qui est caractéristique donc de ce patron inflexionnel, c'est-à-dire que le pluriel est marqué non pas par la terminaison, non pas à la périphérie du mot, mais il est marqué par une modification de la voyelle. Et on va avoir la même chose avec fața, feța, barza, berza. Et puis, on constate aussi, et là on peut penser à nouveau à l'exemple de children, on peut avoir combinaison de l'introflexion et de la flexion. Par exemple, en roumain standard, fața, au pluriel, donne fețe. Donc, où on a à la fois modification de la voyelle du radical, introflexion, et flexion, donc avec le suffixe du pluriel. Alors, là, et c'est véritablement Dorin qui a eu cette idée, l'idée c'est que la logique qui est à l'œuvre dans des exemples comme ceux que nous venons de voir avec față, fețe, masă, mese, serait la même logique qui expliquerait notre mystère, c'est-à-dire ascultați măți, puisque en effet, ascultați măți, on a à la fois, d'une certaine manière, on a à la fois introflexion et flexion, on a combinaison des deux. Donc, voilà pour les explications. Encore une fois, pour le type 1, nous souscrivons à l'hypothèse de Dicke, l'hypothèse de l'explication prosodique, mais à la prégnance du patron introflexionnel dans la morphologie du roumain. Alors, je voudrais revenir au tsi, à notre tsi qui a donc cette tendance à s'émanciper. La question qui se pose, c'est quel est son statut? Quel est le statut de tsi dans plangevets? Est-ce encore une flexion ou est-ce autre chose? Et au fait, c'est une question distincte. Est-ce qu'on peut se borner à parler d'émancipation sans autre forme de procès? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de relier ce phénomène particulier, propre au roumain, à d'autres plus généraux qui sont attestés dans d'autres langues? Alors, pour ce qui est du statut de tsi, il y a au moins deux observations qu'on peut faire. La première, c'est qu'on observe une variation tout à fait remarquable parmi les locuteurs. Donc les locuteurs de ces variétés
nombreuses de roumains populaires où on dit plângeveți, avec le tsi émancipé. Certains disent plângeveți et d'autres disent plângeveți. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une règle qui transforme, une règle d'application tout à fait générale en roumain, qui transforme le clitique né ou le clitique ve en ni et vi respectivement quand ces clitiques sont eux-mêmes suivis d'un autre clitique. Par exemple, oui, j'ai oublié le ve. Hein. Ici, on devrait avoir un ve devant le dao. Je vous donne, mais je vous les donne va donner vi les dao. Autrement dit, ve devient vi, et il devient vi parce que les est un clitique. Alors, ceci veut dire naturellement que les locuteurs qui disent plângeveți, en fait, analysent tsi comme un clitique, puisqu'ils appliquent la règle qui transforme le e de ve en i. Ça veut dire donc qu'ils analysent tsi, pour eux, tsi est devenu un clitique. Donc là, le terme émancipation convient tout à fait. Cependant, il y a aussi des locuteurs qui ne disent pas vi, mais qui disent plângeveți. Cela veut dire donc qu'ils n'analysent pas tsi comme un clitique. On est donc en présence d'un élément dont le statut morphosyntaxique est instable, c'est-à-dire dont le degré d'émancipation est variable. Ce qui est sûr, cependant, c'est qu'il ne s'agit pas d'une flexion ordinaire. La deuxième observation est d'ordre historique. Et ici, on va devoir faire un détour par l'évolution qu'a connue l'impératif négatif en roumain. L'impératif négatif qu'on appelle aussi le prohibitif. En roumain commun, c'est-à-dire dans la langue qui était parlée avant le Xe siècle, il y avait deux stratégies de codage du prohibitif à la deuxième personne du pluriel. On pouvait dire, par exemple, pour ne chantez pas, on pouvait dire nu cantați ou nu cantare. Cantare est l'infinitif, c'est la forme de l'infinitif du verbe chanter, et donc c'est un infinitif qui, comme on s'y attend en général, on s'attend qu'un infinitif n'ait pas de flexion de personne, n'est pas de suffixe de personne, et effectivement, cantare ne porte pas ici de flexion personnelle. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que cet emploi de l'infinitif pour l'impératif négatif, pour le prohibitif, n'a absolument rien d'exceptionnel parmi les langues romanes. Il y a beaucoup de langues romanes qui utilisent l'infinitif donc pour l'impératif négatif. Après le roumain commun apparaît à une date assez ancienne, dès l'ancien daco-roumain, une forme qui vient concurrencer nu cantați. Cette forme, c'est nu cantareți, où l'on voit apparaître un tsi qui, sans doute, a pour fonction de mettre en saillance la personne du sujet. L'adjonction de tsi à nu cantare a eu pour effet de créer une forme finie à partir d'une forme non finie. C'est un phénomène qui est attesté dans certaines langues romanes
par exemple en portugais, où on peut fléchir l'infinitif. L'infinitif peut porter des marques de personnes. On aboutit par conséquent, en roumain, à un système qui comporte deux formes du pluriel, nu cantați et nu cantareți. Moyennant moyennant là, il y a quelque chose qui me manque. Ce qu'on constate aujourd'hui, donc, c'est d'une part, dans certains parlers populaires, on constate le maintien de cette forme nu cantareți. Et on a donc deux formes qui sont en concurrence, le nu cantați et nu cantareți. Tandis qu'en roumain standard, il y a une seule forme qui est nu cantați. Bic, toujours Bic, donc 1935, a eu le mérite de mettre en relation pour la première fois les formes du type plângeveți, les formes qui sont le sujet de cet exposé, avec le prohibitif de la deuxième personne du pluriel. L'existence même du prohibitif nu cantareți a, par hypothèse, créé les conditions pour que ce suffixe flexionnel tsi puisse être séparé de la base verbale, et ce, à d'autres formes que celle du prohibitif. En quelque sorte, le terrain a été préparé pour que l'émancipation de tsi dans plângeveți et ascultați-mă, pour que cette émancipation puisse se produire. Alors, voilà ce qu'on peut dire, encore une fois, de manière très, très sommaire sur ce tsi émancipé. Je voudrais en venir maintenant à trois phénomènes qui sont attestés dans d'autres langues et qui, au minimum, présentent avec l'émancipation de tsi ce qu'on pourrait appeler un air de famille. Le premier et le troisième de ces phénomènes sont des processus, tandis que le second est le résultat d'un processus. Je vais devoir survoler un petit peu ces phénomènes. Le premier phénomène, donc, que, a priori, on peut rapprocher de l'émancipation de tsi en roumain, ce phénomène a été décrit par un linguiste, Martin Haspelmath, dans un article important paru en 1993. Il s'agit d'un processus diachronique que Haspelmath appelle l'externalisation de la flexion. L'un des exemples qu'il donne est la pluralisation du nom composé « father-in-law » en anglais. On aurait au départ « fathers-in-law », alors que le mot n'est pas encore tout à fait entré dans la langue comme un véritable nom composé, en quelque sorte. Le mot composé est encore en devenir. Donc, à ce stade numéro 1, la flexion du pluriel est interne, c'est-à-dire qu'elle est sur father. Le stade 2 est représenté par fathers-in-laws. Et là, on a un redoublement de la flexion, ce qui évidemment fait penser à notre type 2, ascultați-mă. Et enfin, le type 3 est représenté par father-in-laws, flexion externe seulement. C'est-à-dire que father-in-law a été entériné comme un véritable mot anglais, et les noms en anglais portent la marque du pluriel à la périphérie droite sous la forme d'un suffixe. Donc,
c'est une piste, cette externalisation de la flexion. Ceci dit, il y aurait beaucoup à dire sur l'hypothèse de Haspelmath. Je n'ai pas tout à fait fini le travail qui consiste à essayer d'examiner quelle a été la destinée de cet article. J'ai constaté pour l'instant surtout une approbation quasi générale de la thèse de Haspelmath. En fait, cette hypothèse est très intéressante, mais elle pose quand même un certain nombre de problèmes, notamment en ce qui concerne la successivité du stade 2 et du stade 3. De toute façon, il y a deux problèmes en ce qui concerne la portée explicative de cette hypothèse pour ce qui est de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Plange-Watts et Ascultat-Semats. D'abord, notre tsi émancipé, ne se comporte pas comme une flexion ordinaire. Et d'ailleurs, on a vu qu'il y a des locuteurs qui l'analysent comme un clitique. Donc, on a là quelque chose de très différent du the de father-in-laws, qui est sans contexte un suffixe ordinaire. Ensuite, ce qui est sûr, contrairement à ce que Bick avait pensé, les formes du type Ascultat-Semats avec redoublement ne sont pas antérieures aux formes du type Plange-Watts. Si le schéma proposé par Haspelmath s'appliquait, on devrait s'attendre à ce qu'on ait eu d'abord donc Ascultat-Semats ou Plange-Watts, pardon, avec redoublement, et ensuite Plange-Watts. Et en fait, ça n'est pas ainsi, ce n'est pas le scénario qui s'est produit. Il n'y a pas d'antériorité du redoublement, donc du type Ascultat-Semats par rapport à Plange-Watts. Donc, voilà les limites de cette piste, la piste de l'externalisation de la flexion. Le second phénomène qu'évoque l'émancipation de Tsi s'appelle la mésoclise. La mésoclise, c'est un phénomène qui est attesté, parmi les langues romanes, qui est attesté notamment en portugais et en espagnol. Pas seulement en portugais et en espagnol, mais notamment dans ces deux langues. On peut prendre comme exemple l'injonction en espagnol qui traduit donc « asseyez-vous » en français. Dans la langue standard, on va avoir « siéntense ». Rien là que de très normal. Le « ne » est le suffixe flexionnel de « personne ». Il s'agit ici de la troisième personne du pluriel parce qu'en fait, cet impératif est en fait un subjonctif. C'est-à-dire que littéralement, qu'il s'asseye, le « il » au pluriel étant en quelque sorte une forme de politesse pour noter la deuxième personne du pluriel. Donc, on a d'abord le suffixe flexionnel, le « ne », et ensuite le clitique réfléchi, asseyez-vous, et ceci rappelle, enfin, parfaitement isomorphe avec plângeți-vă, que l'on a en roumain standard, donc avec d'abord tsi et ensuite vă. Ceci dit, dans de nombreuses variétés, très nombreuses variétés d'espagnol, aussi bien en Espagne qu'en Amérique latine, on entend non pas siéntense, mais siéntesen. Et on entend aussi siéntensen. Et là, il y a véritablement une isomorphie
dans le cas de Siente-Sen, il y a isomorphie parfaite avec Plange-Wurtz. Et dans le cas de Sienten-Sen, il y a isomorphie non moins parfaite avec Ascoltat-Semetz. Donc, il est très tentant d'invoquer la mésoclise. Alors, ce qu'il faut bien voir cependant, c'est que la mésoclise n'est pas un processus en elle-même, c'est plutôt le résultat d'un processus. Le problème, c'est que incontestablement, il y a une ressemblance. Hein. Cette isomorphie est très, très suggestive. Mais la ressemblance avec le roumain a quand même ses limites. Et ces limites concernent surtout la motivation de la mésoclise. La motivation de la mésoclise, dans le cas de l'espagnol, c'est une motivation qui, on peut invoquer un processus analogique. C'est-à-dire que c'est une hypothèse qui a été avancée par des linguistes spécialistes de l'espagnol qui ont proposé une explication à ce qu'on pourrait appeler l'émancipation du ne. C'est que ne, en fait, est un suffixe en espagnol qui est spécialisé dans le pluriel des verbes. Et donc, le repositionnement de ne à la périphérie de ces impératifs serait le produit d'un processus analogique. Il s'agit, autrement dit, de faire rentrer dans le rang, si je puis dire, ces impératifs en marquant le pluriel au moyen de ce ne final. Oui, il y a un produit qui me fait des signes. 2 minutes peut-être, Philippe, tu peux... C'est juste qu'on voudrait laisser un petit peu de temps pour les questions. Oui. Merci. Alors, 2 minutes, ça va être 3, mais... très dur. Parce que, alors, j'en viens... oui, je m'en excuse. Donc, laissons de côté la mésoclise et on en arrive à ce qui vraiment a fait débat entre Dorin et moi. Et ici, mon exposé va prendre un tour un petit peu personnel parce que ce qui a motivé l'intérêt de Dorin au départ pour ces phénomènes, l'émancipation de Tsi serait un phénomène de dégrammaticalisation. C'est-à-dire que il s'agit d'un processus diachronique qui est le contraire d'un processus très bien connu en linguistique qu'on appelle grammaticalisation. La grammaticalisation, c'est la transformation d'un élément grammatical en élément lexical, pour dire les choses très simplement. La dégrammaticalisation serait donc au contraire la transformation d'un élément grammatical en élément lexical. Et donc l'émancipation de Tsi, c'était l'hypothèse de Dorin, serait un cas de dégrammaticalisation. Alors là, donc, s'est engagé entre lui et moi un débat qui d'ailleurs ne s'est jamais véritablement conclu. Et on avait convenu, lui et moi, dans le livre, en fait, d'exposer nos deux points de vue. C'est-à-dire que lui tenait, il a tenu jusqu'au bout à cette hypothèse de la dégrammaticalisation qui, pour moi, fait problème. Elle fait problème parce que pour Dorin, disons que ce qui se passe, c'est que la grammaticalisation est un processus qui est donc la transformation d'un élément grammatical en élément,
la grammaticalisation et la transformation d'un élément lexical en élément grammatical. Mais c'est aussi très souvent un phénomène d'assujettissement. Je laisse de côté l'exemple dont il aurait été intéressant de parler, qui est l'origine de pas, point, goutte et mis comme marqueur de négation en français. Mais j'en viens pour comprendre cette relation entre grammaticalisation et assujettissement. Je voudrais simplement mentionner l'origine des futurs, notamment celui du français, des futurs simples, du type je chanterai, tu chanteras, il chantera. Le A, le et, le A, les terminaisons de ce futur sont les vestiges du verbe latin habeo, qui était le verbe avoir. Habeo, c'est grammaticalisé, c'est-à-dire qu'il est devenu un auxiliaire, un marqueur de temps, et le processus s'est traduit par un assujettissement, c'est-à-dire qu'il a perdu, ce faisant, ici, ses attributs de mots pour devenir une simple flexion. Donc, c'est ce qu'on peut entendre par assujettissement. Le raisonnement de Dorin, c'est que si assujettissement égale grammaticalisation, alors émancipation égale dégrammaticalisation. Donc, c'est un raisonnement qui est tout à fait rationnel. Je n'ai jamais pu véritablement adhérer à ce point de vue, parce que pour moi, pour qu'on puisse parler de dégrammaticalisation, il faudrait que le marqueur cesse d'être grammatical. Alors là, il y a toutes sortes de questions qui se posent, qui concernent la frontière entre le grammatical et le lexical, questions qui sont très très compliquées. Est-ce qu'il existe des degrés de grammaticité? Ce sont véritablement des questions très très complexes. Mais l'argument que je présentais toujours, et véritablement on a eu des dizaines, peut-être même des centaines d'heures de discussion, lui et moi, je lui disais toujours, mais tu sais, pour moi, le tsi émancipé de Plangerets, c'est toujours un marqueur grammatical. Hein. Imperturbablement, il code la deuxième personne du pluriel, tout comme avant d'être émancipé. Donc, pour moi, il ne s'est pas dégrammaticalisé. C'est toujours un marqueur grammatical. Donc, voilà quel était le résumé de manière très, très lapidaire. Voilà quel était notre pomme de discorde, si je puis dire. Et eh bien, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de rappeler cette pomme de discorde. Et donc, je conclurai par ces mots et je vous remercie. Merci à toi, Philippe, merci. Je sais que tu nous as incité tout au long de ta présentation à nous plaindre, mais je n'en ferai rien.